Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat que nous animons autour du livre de Jean-François Briand, une œuvre qui a été le sujet d'un montage cinématographique utilisant des images détournées de films et de documentaires par Victor Léon Fuentes. Avant de passer à la projection de la servitude moderne, permettez-moi juste, dans un élan mêlant lucidité, réalisme et interrogation, de vous préciser la question qui nous préoccupe et auxquelles nous n'avons pas de réponse. Il ne s'agit bien sûr pas de vous proposer une idéologie, mais plutôt, dans une démarche libre et contributive, animer un débat qui est, le moins que je puisse dire, attirant, autour d'une œuvre subversive et qu'on peut même qualifier de dangereuse. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des scientifiques et notre scepticisme n'est rien d'autre qu'une marque de vigilance. Nous voulons tout simplement débattre autour du rôle de la science dans la fabrication du destin de l'humanité. On ne saurait actuellement parler du monde d'aujourd'hui sans invoquer la science. Il n'est certainement pas difficile de remarquer ce que le progrès technoscientifique a mis en œuvre autour de nous et la manière dont elle a modifié notre condition de vie. Nous vivons désormais dans un environnement largement transformé par l'action anthropique et qui n'est aucunement celui de nos ancêtres. Et comme il est admis, selon la loi de la sélection naturelle, le changement de l'environnement implique soit l'extinction des espèces qui le peuplent ou leur adaptation aux nouvelles conditions qui y règnent. C'est pour cela que nous mettons aujourd'hui la science et la technologie au centre de notre débat, et principalement pour déceler, parmi le brouillard des nuances et des circonstances, une image nette de ce que nous fabriquons sur une terre qui, d'ailleurs, ne cesse de nous témoigner sa fragilité et son caractère destructif. Il peut paraître infréquent de critiquer une fertilité négative sans exagérer les mots mortifères de la science. Cela émane du fait que nous considérons tous, intuitivement d'ailleurs, que la science et son développement vont toujours dans le bon sens, et que la science est purement libératrice. C'est alors exactement ce sentiment d'infertilité de la question que nous désirons éclore pour le laisser le questionnement s'épanouir enfin librement dans le creux du jour. Mais dans un autre côté, il ne faut pas oublier que si l'on exagère cette perspective, nous courions alors un risque majeur, qui est celui de se tenir les propos médiocres et dérisoires des obscurantistes qui, refusant toute modernité, veulent nous expliquer qu'il faut vivre pour mourir au nom de fausses valeurs et de fausses croyances. Voilà pourquoi notre engagement devrait être double. Il s'agirait donc d'interroger le progrès, sans pour autant se laisser séduire par les courants tumoraux qui soutiennent le retour à l'ignorance et l'esclavage permanent. Il faudrait peut-être le souligner que le combat contre l'ignorance n'a été gagné que par l'apport significatif des sciences et des scientifiques qui se sont engagés durant les siècles des Lumières pour la promotion du savoir et des résultats fournis par la méthode scientifique. La science est sûrement une perle, mais une perle aussi fascinante que tranchante. Elle a germé dans une sorte de consubstantialité primitive sur les hauteurs de l'Agora, où l'on aurait peut-être pu entendre, si nous revisitions l'époque grecque, Hésiode nous racontait la naissance du monde. Et en reprenant les mots de sa théogonie, on pourrait dire, commençons par invoquer les muses de l'Hélican, les muses qui habitant cette grande et céleste montagne dense d'un Paligé, autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et baignant leurs membres délicats dans les ondes du Péramès, de l'Hippocrène et du Divinolbe, forment, sur la plus haute cime milliconienne, des cœurs admirables et gracieux. Ainsi donc, ils nous racontaient l'histoire du monde, vue de leur angle et tissée de leur savoir. Heureusement, même si tout était religieux dans l'époque grecque, rien n'y était sacré. Cette différence entre les Grecs et nous a coûté 15 siècles d'errance et de retard intellectuel. Malheureusement, les écrits bibliques ont fait de certains pensées grecques des dogmes, et cela a conféré au dogmatisme religieux une hégémonie redoutable. C'était alors, et un peu partout dans le monde, l'hiver de la pensée. Dès le XVe siècle de notre ère,
Le printemps de la pensée a enfin eu lieu. Le doute méthodique de Descartes a remis en question toutes les connaissances de l'humanité, et certains philosophes comme Kepler, Galilée, Newton ont réussi à réinterpréter avec brio le monde par l'usage des mathématiques. C'était enfin l'essor irréversible de la science moderne, de la découverte de la gravité, publiée en 1687, à la détection du boson de Higgs en 2013 et des ondes gravitationnelles en 2015, la science a fait des progrès spectaculaires. Avec elle, le cerveau qui pesait à peine 1,5 kg va jusqu'à comprendre les dimensions macroscopiques et microscopiques de l'univers, à son évolution depuis le Big Bang et même à l'origine des espèces. Même si la science ne manquait pas d'aporie quant à la matière noire, à l'énergie sombre, à l'origine de la vie, de l'intelligence et de la conscience, elle nous a légué des acquis amplement précieux. Ce progrès a permis la révolution technologique ou industrielle, une révolution qui a remodelé l'environnement de la planète Terre et de ses structures économiques, et qui a redéfini, pour toujours, paraît-il, le travail et l'usinage. Le capitalisme, petit à petit, a fait de toute chose une marchandise, et l'analyse a révélé que ces marchandises de la société de la consommation sont idéologiques par essence. Et pire que cela, dans un monde où le marché libre conquit de nouveaux territoires et où la démocratie se rétrécit, la catastrophe se rapproche curieusement de nos portes. Pour remédier à cela, certains économistes, et parmi les plus brillants, nous parlent inlassablement aujourd'hui de la nécessité de créer un état de droit mondial ou planétaire. On voit dès lors combien des questions qui semblent purement utopiques peuvent se présenter comme des solutions inévitables. Cette contradiction, à mon avis, résume tout simplement l'état de décrépitude auquel notre humanité est arrivée. Cette science qui nous a libérés de l'ignorance porte évidemment en elle l'espoir et l'optimisme de tous. Cependant, drôle d'époque, une tragédie du destin, elle n'est plus au service de ceux qui endurent l'histoire, mais entre les mains de ceux qui la fabriquent. C'est pour cela que le scientifique, le vrai, abandonné dans la solitude, ou livré à la machine du travail, porteur d'une pensée neuve ou chargé de connaissances acquises, devrait esquisser quelques moments de liberté pour enfin comprendre qu'il doit devenir intellectuel et que son devoir consiste à aider les autres à se déprendre des chaînes de leurs conditions. Si la science a besoin de scientifiques, la société, quant à elle, a besoin d'intellectuels et d'humains engagés. Il est alors nécessaire de ne pas oublier que, dans une époque aussi radieuse que la nôtre, les inégalités sociales s'accentuent, la pauvreté persiste, la famine décortique des enfants, les richesses sont mal réparties, les espèces disparaissent, la violence se ranime, le climat se réchauffe, le fondamentalisme religieux revient en vigueur et des partis populistes d'extrême droite prennent le pouvoir un peu partout dans le monde. Et pour parfaire ce plan de déchéance, nous sommes aujourd'hui confrontés à un climat mêlant désespoir et nihilisme. Il faut alors noter que la dénégation de ces enjeux produit du refoulement et que le refoulement produit de la folie. C'est pour cela que je trouve qu'il est légitime de se poser la vraie question: comment vivre dans le monde aujourd'hui? Chaque matin, et sans surenchère de désespoir, de grands scientifiques, parmi les plus réputés, énoncent pour un avenir très proche de grands bouleversements, au point même que le catastrophisme est devenu un genre littéraire à part entière. Dans un monde où l'intérêt a remplacé l'amitié, où le sexe a remplacé l'amour, où l'immaturité a remplacé la jeunesse, où l'injustice grégaire s'habille de fausses torches modernes, où la violence veut se faire passer pour de l'intelligence, où la joie a remplacé le bonheur, où la négligence a remplacé l'individualité, où l'égoïsme a remplacé la responsabilité, où la désinformation souhaite remplacer le savoir et où le virtuel a remplacé le réel, il est alors d'urgence de travailler tous ensemble pour la liberté des existences dans la production de leur essence, pour l'émancipation des esprits, pour un monde de sages libérés de la sauvagerie monétaire, pour la promotion de la culture et de l'art,
pour des nations qui s'entraident et qui collaborent, pour une terre propre et respectueuse, pour un monde de paix, de justice et de tolérance, pour le soutien de toutes les diversités culturelles, religieuses ou ethniques, pour l'humanisme, le respect et l'honnêteté des humains, pour le bonheur de tous, pour un destin positif, et pour que la redoutable révolution actuellement en marche de l'intelligence artificielle ne soit pas celle de la dictature neuronale qui, si elle règne, je le précise, fera proliférer les déchéances. Merci.